Pictagraine, c'est le nom de notre brosseuse à graines qu'on a créée il y a maintenant 6 ans, enfin 6 ans cette année, elle va avoir 6 ans. C'est un prototype qui a été créé au conservatoire par moi et un de mes collègues dans la conception pour arriver à pouvoir récolter des espèces de graines sauvages et locales sur des prairies naturelles. Parce qu'on s'est rendu compte, entre autres moi avec ma mission de responsable des mesures compensatoires, que quand on refaisait des prairies, on allait acheter des graines dans la copée du coin dont la provenance est généralement des pays de l'Est, voire de beaucoup plus loin, et qui sont tous sauf des espèces sauvages et locales. Ce sont des espèces cultivées. Et que quand je venais faire des suivis botaniques pour mes collègues du conservatoire 15 ans ou 10 ans après la revégétalisation avec ces graines-là, je retrouvais les espèces cultivées de fétuques, les espèces cultivées du dactyle, mais je ne retrouvais pas du tout une prairie naturelle de fauche. Donc on s'est dit, il est temps de pouvoir avoir un engin qui permette de récolter ces espèces-là pour pouvoir renaturer et véritablement refaire de la prairie naturelle. Donc la synthèse, donc l'objectif du projet, comme je vous le disais, donc c'est de créer cet outil de récolte. Donc ça, c'est toute la partie, technique. J'ai beaucoup appris en mécanisme agricole, la conception de cet outil. J'ai beaucoup appris aussi sur les moteurs hydrauliques, etc., pour arriver à discuter avec un carrossier, à discuter avec un mécanicien pour qu'il nous crée ce prototype de brosseuse à graines. C'est aussi d'expérimenter différentes techniques, donc la brosseuse, mais également la moissonneuse-batteuse, la récolte manuelle. On a fait 5 types de récoltes différentes pour arriver à se rendre compte quel était l'impact et quel était le côté positif et négatif à chaque fois de ces différentes méthodes. Et c'est ensuite, évidemment, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est ce que je fais là aujourd'hui, c'est de valoriser ce retour d'expérience. L'objectif du conservatoire, c'est pas de devenir semencier. Mon objectif, c'est pas d'arriver à fournir des graines pour tous les projets. C'est déjà d'en fournir pour tout ce qui est au conservatoire et pour tout ce qui est site de compensation. Mais c'est faire aussi qu'une filière se lance sur cette production de graines sauvages et locales. Alors, je vous ai mis une jolie photo du brachypode parce que les graminées sont généralement pas très belles. Et c'est pour vous montrer que ça peut quand même être joli aussi une graminée. C'était une petite... Voilà. Et puis la brosseuse que je vais vous présenter là tout de suite. Donc vous imaginez une grosse brosse qui nettoie les trottoirs habituellement. Et au lieu de la mettre verticale, vous la mettez horizontale devant un tracteur. De manière assez simple, derrière vous avez un bac et ça tourne dans le sens inverse de l'avancée du tracteur. La graine est projetée sur une tôle. Et derrière, elle se retrouve dans le bac juste derrière qui peut s'ouvrir. Donc la photo en bas à gauche, on a ouvert le sas, le bac, et donc on ramasse toute la récolte et on la déverse sur une bâche. Donc c'est montable sur un quad, sur un tracteur. À partir du moment où on a 3 prises de force, c'est tout à fait adaptable. Et notre brosseuse, elle fait aujourd'hui toute la région Nouvelle-Aquitaine. Voilà, donc un détail et aussi un détail parce que vous voyez un escalaf qui est en bas de l'image. Donc quand on brosse avec Pictagraine, on ouvre régulièrement le bac. Donc on se permet pas de durer plus de 10 minutes. En général, c'est plutôt proche de 5-10 minutes. Et on ouvre régulièrement pour permettre à tous les insectes qu'on a piégés de pouvoir retourner sur la parcelle sur laquelle on récolte. C'est-à-dire qu'on déplace pas la récolte sans la mettre à sécher sur place. Non, mais c'est vrai que sur certains espaces, c'est un piège à insectes au début qui est quand même assez performant, donc il faut y faire très attention. Voilà, ça c'est le process de la récolte. Là on est tout près, on est à l'aéroport de Poitiers. J'ai pris volontairement cette diapositive-là parce que c'est pour nous aujourd'hui le plus gros site de récolte sur toute la région. Les prairies naturelles de fauche sont devenues extrêmement rares dans la région Poitou-Charentes et ça permet, on a des accords de principe avec tous les aéroports qui permettent de pouvoir récolter. Alors c'est compliqué parce qu'un aéroport il y a aussi des vols d'avion, accessoirement. Donc un vol d'avion ça veut dire de dégager la machine en moins de 3 minutes. Donc on a des impératifs de sécurité qui sont pas toujours faciles à concilier mais on y arrive. Alors, je vous ai fait un global Pictagraine. Je vais revenir sur ma diapo suivante sur effectivement, pour nous, l'implication des mesures de compensation. C'est que ça a vraiment été criant
quand on a récupéré des terrains de Remblai à Fontaine-le-Comte ou des terrains de parcelles post-culturales sur la plaine de Charente, la plaine des Deux-Sèvres, enfin en Poitou-Charentes, on ne manque pas de plaine calcicole non plus, ou non calcicole d'ailleurs, et où on s'est dit il faut vraiment qu'on arrive à refaire un système herbacé prairial pour l'outarde, pour les espèces à compenser, et puis tout simplement pour la biodiversité, parce que l'outarde elle a aussi besoin de criquets, de sauterelles à manger, et ça elle le retrouve sur les prairies. Donc ce Pictagraine, il est vraiment né avec cette volonté de renaturer et de refaire des espaces. Même si, moi je suis très honnête, effectivement, ce matin on l'a bien dit, on peut pas toujours compenser de la même façon. On va pas refaire de la belle prairie naturelle qui a 150 ans en l'espace de 10 ans ou de 15 ans. Donc il faut prendre du recul aussi par rapport à l'exercice. Alors aujourd'hui, on est à peu près à une moyenne annuelle de 65 hectares que l'on récolte et 89 hectares qui sont semés. À l'échelle globale de Pictagraine, on a fait à peu près 3 tonnes de graines l'année dernière, 2 tonnes 8 de récolte, ce qui est quand même assez conséquent. Et au global, on a semé sur 300 hectares, on a récolté sur un peu plus de 250 hectares en 5 ans. Donc ça commence à être un programme qui est aussi conséquent en termes d'expérimentation. Je vous ai mis une carte. On a démarré l'année dernière effectivement un peu plus au sud. On voit qu'on manque un peu sur la partie Limousine et Aquitaine. On est en train de démarrer. Mais c'est aussi parce qu'il y avait beaucoup de sites en compensation sur la partie picto-charentaise que ça a beaucoup démarré sur la partie ouest, quoi. Voilà, c'est aussi la résultante. Je vous ai mis pour les personnes intéressées les types de récoltes et les types de semis, parce que ce qui est important, c'est qu'on ne va pas mettre des graines de pelouse calcicole dans du marais acidophile en partie Limousine, et on ne va pas mettre non plus de la graine de marais hallophile de Charente-Maritime sur la plaine de Charente. Donc on a vraiment 7 types de mélanges différents suivant les besoins en revégétalisation. Donc ça, c'est le bilan de Pictagraine sur la LGV, sur vraiment les sites de mesures compensatoires à la LGV. Alors, on a 3 prairies qui ont été semées pour la vie-faune de plaine, 2 sites qui sont en zone humide. Là, c'est vraiment tout ce que les parties revégétalisation, renaturation sur le bordure des cours d'eau, sur les parties qui sont à nu post-travaux. Et on a 2 prairies et bocages pour les compensations amphibiens et haies. Alors, sur la vie-faune de plaine, c'est 3 prairies en mesure de compensation, mais c'est à l'échelle de Nouvelle-Aquitaine beaucoup plus de sites. J'ai également fait un bilan pour le plan national d'action pour l'outarde, dans lequel on a aussi des sites en compensation sur la plaine de Niort, sur d'autres sites, donc ils sont pour moi un tout globalement en termes d'expérimentation. Mais là, j'ai vraiment fait un focus sur la partie LGV. Donc 37 hectares qui ont été créés avec des graines locales sur les 3 départements, donc Charente, Deux-Sèvres et Vienne. L'objectif aussi pour nous, c'était d'arriver à faire des choses complètement différentes suivant les sites. Donc d'avoir des sites mouillés, des sites secs, etc. Parce que c'était aussi de l'expérimentation, donc il fallait voir ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas. Cet hiver, j'ai pris le taureau par les cornes de rédiger un retour d'expérience, parce qu'au bout de 5 ans, je me suis dit c'était quand même bien qu'on arrive à se rendre compte de ce que ça a donné, du nombre d'hectares que l'on avait fait, de tous les relevés botaniques qui avaient été faits en post-semis, se rendre compte vraiment de l'impact. Alors, je l'ai appelé aussi trucs et astuces, parce que cet itinéraire technique, c'est vraiment de se dire à un moment donné, quelqu'un qui veut reprendre cette expérimentation-là pour récolter des graines locales, en 20 pages, il sait même comment régler le tracteur, quoi. Donc c'est vraiment, on a vraiment besoin de ça concrètement pour arriver à faire démarrer la filière. Le choix des sites de récolte, il est essentiel. Je l'ai mis en premier parce que on a un manque cruel de prairies naturelles de fauche dans la région. J'ai bien prairies naturelles de fauche, pas prairies naturelles au sens agricole du terme, parce que les prairies, quand vous excluez les 10% qui restent en SAU de prairies sur la région, dans ces 10%, vous en avez 90% qui sont des espaces soit pâturés, soit semés. Donc ce ne sont pas des espaces naturels de fauche. Donc on en a extrêmement peu à l'échelle de la région. Enfin, je vois Théo qui est de CBN, je pense qu'on tient le même discours là-dessus, effectivement, que ce sont les milieux extrêmement rares et essentiels à nos pollinisateurs.
Et alors les contraintes techniques évidemment, parce qu'on récolte pas n'importe quand. J'ai mis un petit peu comme une boutade, une graine verte ne germe pas. C'est ce que je dis à chaque fois à notre conducteur de tracteur chaque année qui me dit mais non c'est bon, faut y aller. Et je dis non, si elle est verte, elle germe pas. Donc ça sert à rien d'y aller tout de suite. Même si on a 3 fois moins et qu'il y a de l'orage cette semaine, il faut que ce soit mûr pour qu'on puisse y aller. Donc cette expérimentation, c'est aussi tout l'apprentissage d'un process sur la détermination de la maturité des graines et sur les espèces qui sont visées par la récolte. Parce qu'une espèce sauvage, il y en a une qui va être mûre au mois de mai et il y en a une autre qui va être mûre à peu près au 15 juillet. Donc il faut faire un choix. Vous n'aurez pas tout. Et c'est justement en fonction de ce qu'on a végétalisé, enfin c'est tout un protocole technique qu'il faut suivre, quoi. Voilà. Alors après, bon, pour les botanistes, je vous ai mis quelques espèces caractéristiques suivant les mélanges, si vous avez et vous allez les retrouver dans les mélanges qui sont voilà dans la salle. Alors, je passe sur les itinéraires techniques parce que c'est aussi essentiel. Il n'y avait pas que la brosseuse Pictagraine, il y avait aussi derrière, il faut qu'on arrive à semer. Parce que vous avez vu ce qui est passé dans la salle, dans les petites coupelles. Je me mets au défi de mettre ça dans un semoir agricole actuel. Hein, ça va bourrer. Au bout de 5 minutes, le gars il vous appelle, il vous dit c'est quoi ces graines de merde? Tu viens tout de suite et tu te démerdes avec tes 5 hectares. Ça, je l'ai eu, mais dans ces termes-là, les 3 premières années, quotidiennement au mois de septembre, quand c'est pas une commune qui disait non bah tu dis rien, tu vas racheter des graines correctes et puis tu mets ça de côté, quoi. Voilà. Donc des chantiers où je débarquais après, je dis mais non, je suis désolé, ce qu'a levé, c'était pas du tout les graines. Je suis sûr et certain que c'est pas ce que vous avez semé. Donc on a 2 semoirs au conservatoire qui sont adaptés, qui sont en fait des distributeurs à sel qu'utilisent les Canadiens. Donc via des contacts professionnels que moi j'ai en Angleterre, parce que les Anglais ont toujours 15 ans d'avance sur les techniques de génie écologique, qui m'ont dit mais tu t'embêtes pas avec les semoirs, t'achètes le semoir canadien pour distribuer du sel et puis tu verras, tout passera dedans. Voilà, donc c'est comme ça qu'on a acheté ces deux semoirs là. Voilà. Alors sinon vous pouvez aussi, c'est le semoir de droite, passer votre week-end debout dans le semoir à touiller. Je l'ai fait aussi, mais c'est quand même pas très très sympathique à faire pendant tout le week-end. La reconnaissance des graines récoltées, c'est les mélanges que je vous ai donnés. Vous vous rendez bien compte, effectivement, il y a des petits bouts de paille, il y a une vingtaine d'espèces différentes. Donc il faut savoir les reconnaître, parce que sinon vous ne saurez pas ce que vous avez semé. Parce que vous allez faire un relevé botanique de votre prairie source, dans lequel vous allez récolter les espèces, mais dans votre brosseuse, vous allez à peu près en récolter 40 à 60%, parce qu'elles ne sont pas toutes mûres en même temps, et elles ne sont pas toutes mûres à la même hauteur non plus. Donc si vous ne savez pas reconnaître derrière ce qu'il y a dans votre mélange, vous ne saurez absolument pas ce qui a fonctionné en termes de semis derrière. Bon, ça demande un petit peu de compétences techniques. Je me suis bien amusée sur certaines espèces de fétuques les premières années. Voilà, ça se fait malgré tout. Je voulais montrer des exemples post-semis sur des sites de compensation. Donc là, c'est l'exemple de la Ferté, la plaine de Villefagnan. C'est un site sur lequel on a 10 hectares qui ont été ressemés en Pictagraine et 10 hectares qui sont en parcelle témoin. Donc ça permet aussi de se rendre compte de ce que ça donne ou ce que ça donne pas. La parcelle témoin, on est en N+6. On n'a toujours que des espèces résistantes aux herbicides. On n'a toujours pas de prairies. Parce qu'on a 40 ans de post-cultural avec des herbicides à haute dose derrière, ce qui est normal, c'est la plaine agricole conventionnelle. Donc on s'est d'abord planté la première année sur le semis au mois de mars. Vous voyez, on est grimpé dans le semoir là pour arriver à touiller pour que ça passe. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça fonctionne pas les semis de printemps sur les graines locales. On l'a appris à nos dépens. Donc maintenant on fait plus que des semis automnales. Et vous voyez en dessous, on avait la première année moins de 20% de graminées et que d'élevés d'adventistes. Donc vraiment, on a recommencé tout au mois de septembre. Et vous voyez en février suivant, c'est déjà tout vert. La situation au mois de mai et aujourd'hui en 2022. Alors je ne suis pas retournée en 2023, mais on a une prairie qui est installée, quoi. On a déjà une quinzaine d'espèces végétales et on a une prairie qui est bien installée. Voilà. On n'a pas encore d'outarde, mais ça, je suis désolée, je ne peux pas l'attraper et la mettre dedans. Mais bon. Alors, sur la plaine de Niort, on a fait une parcelle en Pictagraine et l'outarde était l'année dernière dedans en nicheuse. C'est la seule de la plaine de Niort, donc je dis cocorico, ça tombe, c'était pas celle de l'LGV, mais enfin, ça fonctionne ailleurs, donc faut le savoir. Je vous ai mis un exemple sur une partie restauration cours d'eau, comme on en parlait également ce matin, où on avait une obligation de rapidement que les berges ne partent pas à la rivière et qu'il n'y ait pas de fines qui partent, donc d'avoir une revégétalisation efficace. Donc là, c'est une récolte qui a été faite sur de la mégaforbier de Poitiers, un site communal qui est en mégaforbier sur lequel on a fait une récolte avec Pictagraine et qui a été semé là. Pour moi, c'est pas très utile ça.
dans le sens où il y a de l'eau, ça inonde, ça arrive tout seul. Bon, il y avait une obligation des services de l'État qui voulaient voir que ce soit revégétisé le plus rapidement possible. À mon sens, sur les zones humides, la nature reprend quand même rapidement ses droits, surtout en mégaforbier. Bon, ça a bien fonctionné, mais je suis infichu dans mes suivis de vous dire 3 ans après ce qui a été semé de ce qui était arrivé spontanément. Il faut être très honnête là-dessus, quoi. Donc pour moi, c'est moins utile sur ces exemples-là. Après, dans le retour d'expérience, je ne sais pas où j'en suis sur le temps, dites-moi. Ça va? Bon. Oui, ben, c'est ma dernière dia ou l'avant-dernière. Voilà, en général, je suis calée, mais bon. Ce qui est important, c'est de retirer les grands enseignements en fait de ce retour d'expérience Picta-Graines. C'est de se dire d'abord qu'une prairie qui est semée est plus riche en espèces dès la première année. Dans les mélanges commerciaux agricoles classiques, vous avez 2 espèces, allez 5 si vous êtes sur le bio du coin et qui se casse la tête à trouver quelques graines de lotier, etc. Mais grosso modo, sinon, vous avez le cortège dactyle quand vous êtes en partie acide et fétuque et régras sur la partie calcicole. La fétuque cultivée, on a plus de 32 variétés différentes. Elles sont épouvantables parce que 15 ans après, elles sont toujours là. Elles ont été faites pour être hyper dominantes, hyper compétitrices dans tous les domaines. Et c'est compliqué de s'en défaire derrière. Et de la fétuque cultivée, c'est zéro en termes de prairies naturelles, en termes de richesse floristique. Donc Picta-Graines, c'est ça, c'est qu'on a déjà plus d'espèces parce qu'on va démarrer sur 5-10 espèces dès la première année qui sont des espèces sauvages. Le deuxième chose, c'est que le regard agricole, c'est que, et ça franchement je me suis fait peur parce que je vous ai pas mis une autre, j'ai un site qui est le premier site de semis qui était en 2019 et quand je suis arrivée en 2020 c'était on avait fait la moitié agricole, la moitié Picta-Graines. Sur la moitié agricole c'était tout vert, magnifique, ça de hauteur, et sur la partie Picta-Graines tout jaune dégueulasse et il y avait rien quoi. Je dis waouh, l'agriculteur va arriver là, qu'est-ce que je vais raconter? Bon, c'était un peu voilà, pas facile. Et puis en fait, il faut savoir, c'est pas beau la première année, c'est parfois moyen la deuxième année, mais ça commençait à être mieux. Par contre, la troisième année, tout le régras d'à côté était complètement jaune et dégueulasse. Et le gars, il a dépensé 4 000 € de graines. Et il m'a dit non, mais moi j'en veux de ta graine parce que elle est verte. Donc il m'a retéléphoné sur mes congés au mois de juillet pour me dire non mais Madame Guénin, moi j'en veux de vos graines parce qu'en fait elles sont sur le long terme beaucoup plus intéressantes, mais par contre elles sont longues à s'implanter. Il faut le savoir, quoi. Voilà. Et il faut savoir aussi que certaines espèces sauvages sont de levites très capricieuses, comme le Bromus erectus, enfin Bromopsis erecta, pardon Théo. Voilà, c'est une espèce qui a besoin d'avoir plusieurs années pour s'implanter, et on peut en avoir 60% dans un mélange, et pour autant on arrive et on a moins de 5% en recouvrement l'année suivante, parce qu'elle est de levée capricieuse. Donc ça sert à rien de faire des listes botaniques en se disant je veux faire une prairie calcicole. J'ai 60 à 80 espèces végétales. Je vais demander à un semencier de me produire les 60 à 80 espèces végétales pour toutes les mettre, sachant qu'il y en a la moitié qui ne lève pas, l'autre moitié qui va être levée très capricieuse. Non, il faut récolter ce qui sert et ce qui va fonctionner derrière. Et Picta-Graines, c'est aussi ce retour en fonction des espèces qui a été fait. Les mélanges sont à proscrire pour les mélanger avec des espèces agricoles classiques sont à proscrire pour la raison que je vous évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que vous avez une 2 chevaux qui démarre tout doucement, mais qui va très très longtemps et puis qui ne consomme pas beaucoup d'essence, et puis derrière, vous avez devant elle, vous avez une Rolls-Royce qui va très 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 vite, donc il va s'implanter très vite. C'est ça la comparaison entre l'agricole et Picta-Graines. C'est pas autre chose que ça. Donc vous pouvez pas mélanger les deux. Si vous mélangez les deux, la 2 chevaux, elle n'a pas le temps de démarrer, quoi. Que la Rolls-Royce, elle est déjà à le bout. Donc, ça ne fonctionne pas. Les essais qu'on a fait ne fonctionnent pas. Comme les sursemis, ça ne marche pas. Et une extrême résistance à la sécheresse dès l'année 3. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est les exploitants qui m'appellent. En me disant, mais qu'est-ce que vous avez fait, c'est vert? Bah, je dis, j'ai rien fait du tout, moi j'ai récolté et j'ai mis les graines, quoi, c'est tout. Mais ils sont tous aujourd'hui intéressés par ces graines-là parce que justement elles sont très résistantes à la sécheresse. Parce que nos fétuques sauvages sont extrêmement costauds à la sécheresse, bien plus que les espèces cultivées qui sont faites pour avoir beaucoup d'eau et beaucoup d'intrants, tout simplement. Et le sursemis, ça j'en ai parlé et je crois que je suis à la dernière dia. Oui, bah ça je vous ai mis le total, voilà. Alors c'est un petit cocorico pour la dernière diapo quand même, il fallait se faire plaisir. Bon, c'est quand même l'expérience conduite la plus importante sur le plan national en termes de revégétation en graines locales. Voilà.
Donc je m'en suis rendu compte en faisant le bilan, mais ça permet effectivement de relativiser les choses. Moi j'avais une question un peu technique, c'était par rapport à la préparation des sols avant les semis. Quelle est votre approche? Et ma deuxième question, c'est par rapport à l'acquisition du matériel. C'est des matériels assez spécifiques qui ont été développés. Combien ça coûte? Je sais pas. Non, parce que ça, je le sais, j'ai la réponse. Mais qui ont été développés par des bricoleurs éclairés, on va dire, pour le coup, et qui donc sont assez difficiles à acquérir. Et qui, parfois, pour s'implanter dans une région, nécessitent de trouver des agriculteurs motivés pour acquérir ce type de matériel, ou éventuellement un SEN, si jamais la structure localement est prête à porter ce type de matériel dans son giron en fait, de matériel technique. Oui, je réponds sur la première question pour le travail du sol. Le travail du sol, c'est un travail du sol que fait n'importe quel exploitant agricole pour réimplanter de la prairie, à savoir un travail du sol assez fin, labour inutile, cover crop suffisant. Et derrière, on évite de rouler parce que les graines sauvages sont très fines et toutes petites. Donc, contrairement aux usages agricoles qui roulent, nous on roule pas parce que quand on roule, il suffit qu'il y ait une très forte pluie derrière, ce qui est le cas maintenant parce que quand les pluies arrivent, elles sont généralement assez concentrées dans la fin de saison. On les enterre trop. Donc, si on les enterre trop, elles ne lèvent pas. Première réponse technique. Deuxième réponse sur la partie, il s'est construit depuis 4 ans à peu près de 2 et 4 machines Pictagraine chaque année, avec un constructeur qui est l'entreprise Steco, qui est en Charente, auquel j'ai confié les plans et ils sont libres de droit. Et ça coûte 12 000 €. Je sais pas, c'est clair comme réponse? Oui. Non mais ce que je veux dire par là, c'est que nous, on a voulu dans le cadre de Pictagraine, que de dire quelque part, aucune entreprise ne peut s'approprier les plans. Les plans, ils appartiennent au conservatoire. Par contre, tout le monde peut développer. Alors, par contre, le nom est déposé pour Pictagraine. Bon, pour ces raisons-là. Mais tout le monde peut construire une brosseuse. Vous allez sur le site de l'atelier paysan et vous avez les plans de la brosseuse Pictagraine. Voilà. Et l'entreprise de Steco en Charente, avec laquelle maintenant je travaille, s'engage à produire à la demande. Et je crois qu'il en a fait 3 ou 4 l'année dernière, et dont un conservatoire. Mais ils en ont fait surtout pour les exploitants agricoles et pour des CUMA. Voilà. Donc vous avez réussi à trouver en fait des exploitants agricoles qui étaient prêts à faire l'acquisition. Alors c'était pas dans notre région. Bon. C'était où? Alors, je te le dirai, j'ai mon listing et voilà, parce que quand c'est la région à Nouvelle-Aquitaine est déjà assez grande pour moi, sans que j'aille après voir quel exploitant en Occitanie a fait une brosseuse Pictagraine, mais et j'ai effectivement, je suis en lien avec la Steco et ils me répondent là-dessus, pas de problème quoi. Ça intéresse une entreprise privée de construction de matériel agricole. Donc c'est ça le but, c'est pas autre chose. Hein. Pour moi, c'est pas. Parce que là, je pourrais faire 5 tonnes cette année si je voulais, mais c'est pas du tout l'objectif. Je te remercie. Voilà. Une autre question? Moi, j'en ai une. Tout à l'heure, vous évoquiez la temporalité ou la maturité des graines. Évidemment, il y a plusieurs espèces sur une parcelle. Comment est-ce que vous gérez le fait que vous souhaitez recueillir un panel suffisamment divers de graines qui, pourtant, a priori, sont disponibles à des maturités différentes à différents moments dans l'année? Ça veut dire que vous faites plusieurs brossages dans l'année? Alors, j'ai fait un test jusqu'à faire 3 brossages sur un même site pour savoir si on augmentait le nombre d'espèces végétales récoltées de très très peu. Donc, c'est pas intéressant. Et en plus, quand j'ai conçu Pictagraine avec mon collègue, on a vraiment voulu qu'on puisse faire le foin derrière. On est déjà une région dans laquelle il n'y a plus d'éleveurs. Si c'est en plus pour leur expliquer qu'on va venir avec Pictagraine, leur prendre la graine et leur piquer le foin, là on n'allait nulle part, quoi. Donc, derrière la récolte de graines, ils font les foins. Donc ça veut dire si on fait 3 brossages, on ne peut plus les faire. Donc j'exclus quand même ce genre d'autant plus que ça n'a pas donné des bons résultats. Après, je calcule un optimum entre le maximum de graines et le maximum d'espèces. Sauf si je veux par exemple du fromental, qui est une espèce qui, dès qu'elle est mûre, ça tombe déjà au sol, ou si je veux de la fléole, qui elle est mûre très très tardivement. Le fromental, par exemple, j'en ai besoin pour la revégétalisation sur les sites mésophiles. Donc là, ça veut dire que je vais venir avant. Et les autres espèces, je ne vais pas l'avoir. Mais c'est moi qui détermine la date de récolte. Et puis je conduis aussi le tracteur quand il faut. Mais ça, c'est une autre compétence que j'ai acquise au conservatoire. Et du coup, une autre petite question. Quand vous brossez, vous brossez sur quelle superficie? On brosse à peu près sur 10 hectares par jour, maximum.
La question que je me pose, c'est la filière. Parce que vous avez parlé un moment de filière, et on sait très bien que pour développer, comme vous dites, parce qu'il y a quand même des connaissances techniques, des connaissances botaniques, des connaissances... Quelle filière pour que ça devienne vraiment quelque chose qui se développe, puisqu'il y a un besoin pour notre nature très importante. Est-ce que vous avez des pistes là-dessus? Alors, nous, on ne pouvait pas se permettre de ne pas déterminer les espèces pour savoir ce que ça donnait. Mais moi, je pars du bon sens paysan qu'un exploitant agricole qui déciderait sur une prairie naturelle de récolter les graines et de les ressemer, peu importe de savoir s'il y a telle espèce de fétuque ou telle espèce de fléole, il va faire du bon boulot. Donc il faut être pragmatique. Si on veut sauver la biodive en prairie, il faut sauver la biodive en zone agricole. Et on ne va pas commencer à faire des études botaniques compliquées pour les exploitants agricoles. Ceux qui veulent s'implanter, moi je pars du bon sens paysan que ça va fonctionner. La seule chose qu'il faut un petit peu apprendre, c'est la maturité de la graine. Voilà, mais ça s'apprend très facilement. Je vous remercie. Par rapport à des semences classiques, elles sont beaucoup plus chères pour l'agriculteur qui voudrait les planter ou pas? Alors, une semence agricole classique, c'est entre 2,50 € et 3 € à peine le kilo. Enfin, faites Google, si j'ai dit des bêtises, vous me le direz. Voilà, c'est à peu près ça. Le prix de revient avec Pitagraine, on a 5-6 € le kilo. Voilà. Il faut être très honnête, on ne peut pas avoir de la graine chinoise au prix de la graine française. Enfin, excusez-moi d'être un peu dans le commerce international dans ma réponse, mais c'est ça. Voilà. Il faut avoir conscience que c'est plus cher. Par contre, si c'est pris en charge directement par l'exploitation agricole, c'est différent. Parce qu'aujourd'hui, les éleveurs ont en moyenne entre 4 et 6 000 € de dépenses de semences par an. Ça, c'est la moyenne sur la Vienne que moi j'ai faite avec les éleveurs du CIVAM avec lesquels je travaille. Pour me dire combien ça leur coûte. Comment est-ce que ça peut leur apporter? Parce que sinon, on ne va pas jusqu'au bout, quoi. Et la moyenne est entre 4 et 6 000 €. Voilà. Donc, s'ils le font eux-mêmes, ces 6 000 €, ils ne les dépensent pas. Alors, évidemment, un tracteur, c'est 250 € de l'heure, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est rentable à partir du moment où c'est en auto-utilisation agricole avec des cumas. Oui, voilà. Tu disais, Estelle, là que dans vos sites de collecte, il y a beaucoup les sites des aéroports qui du coup sont pas accessibles à tout le monde. Et après, est-ce qu'il y a d'autres sites de prairies intéressantes à collecter sans être peut-être forcément sur les plus fonctionnels? Parce que tu le disais, l'idée, si on veut le déployer à grande échelle, c'est pas forcément de chercher l'optimum, mais de le répliquer le plus possible. Mais est-ce qu'on pourrait envisager qu'il y ait une construction d'une cartographie des sites intéressants à collecter? Ou après, c'est vraiment à chaque exploitant au sein de ses parcelles ou chez ses voisins d'identifier les sites de collecte potentiels? Alors moi j'estime à peu près à 1 ou 2% de l'espace les sites de prairies naturelles de fauche sur la région. C'est rien du tout. Donc 90% des exploitants sont aujourd'hui en grandes céréales et n'ont pas de prairies naturelles. Et quand ils en ont, ce sont des prairies de jachères semées. C'est le cas par exemple de toute la plaine du Mirebalais-Neuvillois. Donc moi je travaille avec les réseaux de CIVAM. On a effectivement, moi j'ai une cartographie des sites sur lesquels on sait qu'on peut récolter. Je pense qu'il y a un vrai travail à faire par le CBN là-dessus sur le recensement. Je ne sais même pas si ça n'a pas encore été fait, hein, je ne vais pas parler à leur nom. Je pense qu'effectivement ça mériterait effectivement d'être fait pour le savoir. Mais on a aussi besoin de sécuriser les espaces qui existent. L'aéroport de Bordeaux en fait par exemple, voilà, on est un autre exemple.